Et ben ça y est, on y est mesdames et messieurs. Ultime partie du match de championnat du monde, le dénouement. On va le vivre ce moment ensemble. Il va s'incliner, le rictus sur sa tête, regarde, ça y est, c'est terminé. Il sait qu'il a perdu le match championnat du monde. On connaît tous le vainqueur, le numéro 1, mais qui parle du vaincu? Celui qui reste invisible et qui est juste un obstacle sur la route des plus grands, celui qu'on écrase et puis qu'on laisse de côté. Ce phénomène, il s'applique dans beaucoup de milieux compétitifs, et parmi tous ces milieux, j'en connais très peu qui l'illustrent aussi bien que les échecs. Alors installez-vous parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un joueur qui a tout fait pour réussir, mais qui par un concours de circonstances et une malchance improbable, a vu sa carrière bouleversée. Bon, les échecs c'est dur. On l'a tous compris au moins une fois, le jour où on s'est fait exploser par notre papy. C'est un jeu qui demande une intuition stratégique, une vision à long terme et une puissance de calcul supérieure à la moyenne. Ce qui veut dire que si tu veux accéder au top niveau, tu dois être un crack. Et aux échecs, ça s'appelle être un grand maître. Et pour que vous voyez bien de quel niveau on parle, sachez qu'il y a environ 1600 grands maîtres sur Terre, ce qui représente 0,0002% des joueurs. Et si ce chiffre vous paraît ridicule, dites-vous qu'on peut faire pire. Car parmi ces grands maîtres, il y a ce qu'on appelle les super grands maîtres. Et là, on ne parle plus du commun des mortels. On parle d'une poignée de génies au sommet du classement mondial, et le mot génie n'est en fait même pas approprié. 96, rook e6, queen g7, king a6, you have bishop e2, king a5, and then you go queen a1, king b4, rook c4, king b3, queen a4, king b2, rook c2, king b1, queen a2, which is the checkmate. Ce que vous venez de voir, c'est le grand maître Hikaru calculer une variante de plus de 18 coups, sans se tromper, et tout ça en moins de 10 secondes. C'est ça, le niveau d'un top mondial. Mais pourtant, ça ne suffit pas. Parce qu'en vérité, si tu n'es pas premier, tout le monde s'en fout de toi. C'est pour ça que tous ces joueurs partagent le même but, le même rêve. Celui d'obtenir le titre suprême, celui qui dit GG, t'as enfin fini le jeu, devenir champion du monde. Certains le veulent juste par plaisir personnel, d'autres pour prouver au monde qu'ils en sont capables. Mais il y a un joueur qui n'a simplement pas le choix. Un joueur qui doit à tout prix devenir champion du monde, sous peine de décevoir beaucoup trop de gens. Et pour bien comprendre qui est ce joueur, il faut d'abord que vous sachiez d'où il vient. Notre héros a grandi en Russie et contrairement à la France, là-bas les échecs c'est extrêmement sérieux. Pendant presque un demi-siècle, le pays a complètement dominé le jeu. Les plus grands tournois avaient lieu en Russie, les meilleurs livres d'échecs étaient écrits en russe, et les 10 premiers mondiaux c'était que des Russes. En fait, être champion de Russie c'était même plus dur qu'être champion du monde tellement le niveau était haut. Si bien qu'ils ont créé des académies d'échecs, des espèces d'usines à grands maîtres destinées à former les petits prodiges. Et parmi tous ces prodiges, il y en a un qui est clairement sorti du lot. Tellement sorti du lot qu'à la seconde où il a appris à jouer, le monde entier s'est dit « ce petit bonhomme là, il va probablement faire de grandes choses ». Voici Yann Nepomniachtchi. Il grandit pas loin de Moscou, à Briansk, où il apprend les échecs à l'âge de 4 ans avec son grand-père et son oncle. Et déjà enfant, on sent bien qu'il est pas comme les autres. Parce que contrairement à nous, lui il est fort, et il est fort très vite. En fait, Yann est tellement prometteur qu'on l'envoie direct dans une école prestigieuse à Moscou. C'est là qu'il grandit, se construit en tant qu'individu et prend ses petites habitudes, comme par exemple s'asseoir sur ses genoux quand il joue. He is very kind-hearted, he is very emotional, he is always ready to, to give more than to take. Sauf que Yann il aime pas les cours. I didn't really like to study, yeah. Je sais pas ce que vous faisiez à cet âge-là. Moi j'aimais jouer au Lego et à la Wii donc. Mais lui, non. Lui, son kiff d'enfance, a priori, c'est juste atomiser les gamins de son âge au championnat d'Europe. Voilà. Championnat qu'il remporte à 10 ans, 11 ans, et tant qu'on y est pourquoi pas 12 ans, en finissant toujours devant ce petit garçon qu'on recroisera un peu plus tard. Donc pour l'instant tout se passe bien. Yann est le plus grand espoir du plus grand pays des échecs, et toute la Russie compte sur lui pour devenir un immense joueur. Et les années passent. Yann se fait virer de son école parce qu'il jette ses chaussures sur ses entraîneurs, en tout cas il accomplit quand même quelques trucs stylés. À 17 ans, il devient grand maître, et à 20 ans, il est à la fois champion de Russie et champion d'Europe. Petit à petit, il grimpe dans le classement mondial, et se fait même une place parmi les super grands maîtres. C'est aussi un gamer. Et ouais, il joue un peu, et devient même très fort sur Dota, un cousin éloigné de League of Legends. Et tout ça c'est cool, mais ça suffit pas, car son pays attend beaucoup plus de lui. Ok, t'es grand maître à 17 ans, ok t'es champion de Russie, pour l'instant tu t'es bien amusé, mais quand est-ce que tu comptes devenir champion du monde? Et bien sûr que Yann rêve d'être champion du monde, c'est pas lui le problème. Non, ce qui pose souci, c'est que le king, c'est Magnus Carlsen.
C'était lui, le petit garçon sur la photo tout à l'heure. Sauf que là, on est en 2020 et qu'à ce moment-là, Magnus, il tient davantage du dieu vivant que du joueur d'échecs. Grand maître à l'âge de 13 ans, ça fait des années qu'il domine le circuit. Il a défendu sa couronne 4 fois et il est resté invaincu pendant 125 parties classiques. Le mec est juste une brute. Si bien que le jour où il est arrivé sur le trône, le monde entier s'est dit bah c'est mort en fait. Plus personne ne pourra le bouger tant qu'il sera là. Et Yann le sait. Mais il sait aussi qu'il a tout son pays derrière lui et qu'il doit juste tout faire pour détrôner Magnus. Sauf qu'aux échecs, le seul moyen de challenger le champion du monde, c'est de disputer un match en face à face avec lui. Et pour Yann, ça implique non seulement d'enchaîner 14 parties contre Magnus et espérer gagner, mais en plus d'accéder à ce match. Et c'est là qu'on bloque. Parce que dans un duel, il n'y a que 2 personnes. Et comme Magnus est sélectionné d'office pour ce match, ça veut dire qu'il n'y a en fait qu'une seule place pour l'affronter. Alors pour décider qui sera le challenger, la fédération a mis en place un des tournois les plus prestigieux qui soit, les candidats. Le concept est simple. On prend les 8 meilleurs joueurs du monde et on les fait jouer entre eux pour savoir qui pourra affronter Magnus. Bienvenue au Candidat 2020. On est à Ekaterinbourg, en Russie. Croyez-le ou non, mais ce tournoi qu'on s'apprête à voir détient un record. Celui du plus long tournoi d'échecs de l'histoire. Pendant 14 rondes, c'est-à-dire 14 parties, nos joueurs s'affrontent en essayant de marquer des points. Une victoire rapporte 1 point, une partie nulle 1 demi-point et une défaite 0. Évidemment, Yann participe au tournoi et dès la première ronde, il a les noirs. Il faut savoir que à ce niveau de jeu, la stratégie change complètement selon la couleur des pièces. Comme les blancs commencent, ça leur donne un avantage. Très léger, souvent minuscule, mais un avantage quand même. Ce qui veut dire que quand tu as les blancs, ton but c'est gagner. Mais avec les noirs, il suffit juste de faire partie nulle et c'est déjà très bien. Alors autant vous dire que quand tu gagnes avec les noirs, c'est le jackpot. Roche 3, Dame B1, c'est archi gagnant. Il joue Dame D3, il fait une tête. Il abandonne. C'est terminé pour cette première ronde avec une victoire de Yann Nepomniachtchi avec les noirs. Bon, le tournoi démarre extrêmement bien pour Yann. Commencer en gagnant avec les noirs, c'est comme marquer un but, mais dans les 5 premières minutes d'un match. Surtout qu'il ne s'arrête pas là, car 3 rounds plus tard, alors que la position est complexe, son adversaire commet une grosse erreur. Il laisse Yann prendre l'initiative en s'infiltrant avec sa dame. Tu ne peux pas laisser l'initiative à Yann, quand c'est lui qui mène le jeu, il est absolument imprenable. Quelques coups plus tard, Yann gagne un cavalier et sous la pression, son adversaire abandonne. Même chose la ronde d'après, mais cette fois contre un adversaire un peu spécial, Ding Liren. Ding, c'est un gros favori du tournoi, top 3 mondial, meilleur joueur chinois et accessoirement un grand rival de Yann. Il décide de jouer la Ruy Lopez, une ouverture que les grands maîtres aiment beaucoup. Les deux savent exactement ce qu'ils font, le combat est très serré, mais Yann trouve encore le moyen de s'infiltrer chez les noirs, et sans la moindre pitié, installe sa dame chez Ding. Il le harcèle jusqu'à ce qu'il craque et donne une pièce, mettant fin à un supplice de plus de 3 heures pour le joueur chinois. Après cette partie, 2 choses sont très claires. Yann s'est positionné comme très grand favori pour défier Magnus, tandis que Ding, l'ancien prétendant, a l'air de perdre espoir, puisqu'il est maintenant au bas du tableau avec 2/6. Ce qui nous amène à un moment crucial du tournoi, la 7ème ronde. Parce que Yann est maintenant le seul leader avec 4,5 points, suivi par le joueur français Maxime, qui lui a 3,5 points. Et peut-être que ça paraît rien, mais je vous assure que dans un tel tournoi, un point d'écart c'est beaucoup. D'ailleurs, le prochain match oppose les 2 leaders, et là tout le monde a très bien compris que si Yann en gagne encore une, son avance sera juste trop grande. Évidemment, c'est une partie importante pour Maxime aujourd'hui face au leader Nepomniachtchi. Il est en grande forme, il prend toutes ses chances. Et la française, alors ça c'est une surprise. We do get a French in MVR Nepomniachtchi. Wow, I'm in a slight state of shock. I'm impressed. Le retour de la française, donc il a peut-être préparé cette ouverture pour le tournoi. Ça pour le coup je m'y attendais. C'est incroyable. On aurait pu se dire qu'il jouait sur l'effet de surprise, mais là Maxime est prêt. Hein. Oula, Nepomniachtchi n'aime pas sa position. C'est rare qu'on le voit réfléchir, on le voit là à l'image. C'est vrai qu'il n'a pas l'air à son aise. Le numéro 1 français qui pourrait être en tête ce soir. On va laisser Nepo réfléchir, mais ça sent le roussi. Hein. Ils sont complètement sûrs que Maxime va l'emporter. Ouais, non, là ça sent l'abandon. Abandon de Yann Nepomniachtchi. C'est la douche froide pour Yann. En perdant cette partie, c'est toute son avance qui part en fumée. Ça doit être tellement dur quand t'arrives à ce niveau et qu'au moindre faux pas, tout ce que t'as fait pour en arriver là s'écroule.
Mais Yann il a pas le temps de pleurer, et d'ailleurs nous non plus, parce qu'on est en mars 2020, et qu'au même moment, on a ça qui tombe. En Chine, un mystérieux virus a déjà contaminé 45 personnes. L'épidémie continue de se propager à la pire crise sanitaire depuis un siècle. L'épidémie de coronavirus. L'épidémie, le virus, le Covid, coronavirus. Aujourd'hui, le gouvernement russe a annoncé qu'à partir du 27 mars 2020, la Russie coupera tout trafic aérien avec les autres pays sans limite de temps précisée. La FIDE, Fédération internationale des échecs, ne peut pas continuer le tournoi sans garantir aux joueurs et au staff qu'ils pourront rentrer chez eux. Le président de la FIDE a donc décidé d'arrêter le tournoi. Ok, donc là, tout le monde rentre chez soi, et du coup, on fait quoi? Puisque la moitié des parties ont déjà été jouées, on a une situation un peu bizarre. Dans tous les cas, il faudra bien recommencer le tournoi, mais bon, ça sera bien le bordel. Alors les organisateurs, ils se sont dit, et si, au lieu de recommencer le tournoi de zéro, on gardait les mêmes scores, et que dans un an, une fois que tout sera réouvert, on reprend le même tournoi, là où il s'est arrêté, et dans la même ville? Et bah devinez quoi? C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et ça a donné le tournoi d'échecs, le plus long de l'histoire. 13 mois d'attente pour les joueurs. Vous imaginez le bordel? Sérieux? L'année d'après, le tournoi reprend et on imagine qu'après plus d'1 an de préparation, les joueurs doivent être armés jusqu'aux dents. Ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour Yann. Il éteint tout le monde. Tel un bulldozer sur l'échiquier, il finit premier du tournoi avec 8 points et demi sur 14, et d'une façon assez préméditoire, c'est contre Ding Liren qui perd sa seule partie. En tout cas, voici comment se termine le tournoi des candidats 2020-2021, exactement 400 jours après son commencement. Maintenant, on l'a dit, gagner les candidats, ça sert juste à affronter Magnus. Et tout le monde sait bien que, comparé à ce qui suit, les candidats c'était juste l'apéro pour Yann. Parce que maintenant, il doit faire face au boss final. Ok, direction notre match. Magnus, il a des bons souvenirs à Dubaï. C'est là qu'il est devenu grand maître en 2004. Et c'est au même endroit, 10 ans plus tard, qu'il est sacré champion du monde de Blitz. Cette année-là, le deuxième, c'était Yann. Finalement, l'ironie a fait que les deux garçons qui jouent ensemble sur la photo il y a 20 ans se retrouvent là, au sommet. Et Yann n'a jamais été aussi près, son pays entier le soutient. Attends, c'est quoi ça? Il y a même une actrice qui lui propose, je cite, de devenir sa reine pendant une nuit si jamais il gagne. Bon, espérons que ça le motive, hein. Comme au candidat, le match s'étale sur 14 parties et les joueurs alternent les couleurs chacun leur tour. Une fois les blancs, une fois les noirs. Première game, Yann ouvre avec le pion du roi E4 et Magnus ne joue pas. Non, il attend. Pourquoi il fait ça? Bah, faut savoir qu'à ce niveau, la partie se joue aussi en dehors de l'échiquier. Pendant des mois, les joueurs préparent leurs ouvertures avec les meilleurs ordis, les meilleurs coachs. Ce qui veut dire que dans ce genre de tournoi, l'effet de surprise est 100 fois plus important, car si tu évites la prépa de ton adversaire, tu prends un avantage immédiat. Donc Magnus, en réalité, réfléchit à une ouverture qui pourrait surprendre son adversaire, et il joue E5. Alors Yann décide de rentrer dans la Ruy Lopez, qu'on avait déjà vu. Et pour des gens comme nous, ça paraît rien, ça paraît banal. Mais je vous assure qu'à ce moment-là, tous les maîtres, quand ils ont vu ça, ils se sont dit « Wow, ce mec en a dans le slip ». Parce que la Ruy Lopez, c'est littéralement chez Magnus. Personne sur Terre la connaît mieux que lui. Il l'a étudié des années, joué des milliers de fois, battu tous les plus grands champions avec, et Yann joue ça, et lui dit « Regarde-moi bien mec, aujourd'hui on est sur ton terrain, et je viens te chercher chez toi ». Playing the Ruy Lopez, and Nepo must have prepared this intensely just for this battle. Alors Magnus envoie sa première surprise. Au 8ème coup, il joue cavalier A5 pour prendre le fou de Yann. C'est un coup rare, et encore plus rare à leur niveau. Le but de Magnus, c'est pas de jouer les meilleurs coups, mais plutôt de déstabiliser Yann. Pourtant, le russe répond direct avec cavalier prend E5, et là, tout le monde a très bien compris qu'en fait, Yann il est pas du tout surpris, ça fait aussi partie de sa préparation. Magnus continue de le presser, mais Yann défend bien, et on se retrouve dans une fin de partie égale, où les deux joueurs font nul. En fait, ils vont les enchaîner et jusqu'à la round 6, toutes les parties sont nulles. Comment ça se fait? Bah, tout simplement parce qu'une partie d'échecs sans erreur est forcément nulle. Ce qui veut dire que ces mecs-là ne font presque aucune erreur. Car à ce niveau, la moindre imprécision, le moindre dérapage, et c'est mort. 6ème partie, la tension dans la pièce est palpable. Nos deux joueurs ne le savent pas, mais ils s'apprêtent à produire une partie historique. D'entrée de jeu, Magnus sacrifie un pion pour avoir des pièces plus actives. Yann réfléchit un moment, il hésite, et puis non, il le prend pas. Il évite de faire ce que veut Magnus, et préfère imposer son rythme. Donc il y va au culot et joue B5, alors que le fou adverse vise sa tour. C'est un coup risqué, mais ça se tente.
Yann est en train de dire à Magnus, c'est moi qui dicte la partie, pas toi. Au 17e coup, Magnus prend le cavalier de Yann avec son fou. Et là, Yann a deux choix. Le premier, reprendre avec la dame, ce qui serait très safe puisque ça propose l'échange des dames, et si elles disparaissent alors le roi de Yann serait tranquille. Le deuxième, c'est de reprendre du pion. Problème, parce que quand tu joues pion-prend, non seulement les dames restent sur l'échiquier, mais en plus, ton roi est affaibli. Ouais, je m'attends vraiment à dame prend. Ouais, moi aussi. Dame prend, ça me paraît logique pour moi. J'ai pris F6, c'est intéressant. Je pense aussi, mais bon, il va faire dame prend. Je suis sûr qu'il va faire dame prend aussi. Franchement, si Nepo fait GF... Le slip est... Le slip changerait de taille. Ouais, GF, ça peut vraiment jouer de ouf. Si tu veux jouer le gain, tu joues GF. Oh. Ok, GF, il faut en avoir une belle quand même. Ok, mais c'est-à-dire qu'il a pris confiance dans le match, Nepo. C'est-à-dire qu'il a vraiment plus peur. Et puis comme la partie avance, les pièces s'échangent, et comme les pièces s'échangent, on arrive dans la dernière phase de la game, qu'on appelle la finale. La finale, c'est ce moment où tout ce que t'as fait pour obtenir un micro-avantage se concrétise. Donc c'est aussi là que la moindre erreur est fatale. Et c'est surtout dans cette phase du jeu que Magnus est invincible. Alors oui, Magnus est colossal dans tous les domaines, mais si on a bien un qui maîtrise mieux que tout le monde, c'est la finale. Magnus a peut-être ça dans son range. No, he has sacrificed his rook. Magnus Carlsen has sacrificed his rook. Wow. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Magnus. Ah, je pense qu'il va aller la chercher. Ça se joue au physique, hein. Magnus now playing rook to f7. Black is in deep trouble here. Nepo, il a pas l'air bien. Hein. This looks over. This looks all over. Ah non, là, c'est sûr, là, c'est terminé en fait. Ah, elle fait mal, ça là pour Nepo. Oh là, qu'est-ce que ça fait mal. Après 8 heures de jeu et 136 coups de pure torture, Yann abandonne, psychologiquement détruit de la défaite qu'il aurait pu éviter. Et c'est ainsi que se termine la plus longue partie de l'histoire des championnats du monde. Le truc c'est que, quand tu perds une partie comme ça, avec une telle pression et un tel enjeu, tu ne t'en remets juste pas. J'aurais aimé vous dire qu'il s'est relevé, qu'il s'est battu et qu'il lui a enfin botté le cul, mais comme nous, Yann est humain. Dans la partie 8, alors que la position est complètement égale, il donne un pion bêtement et s'écroule juste après. Et à la 9ème game, il donne carrément une pièce. What? Wait, it's losing. Wait. It's losing. Oh my god, did he just blow? Yeah, he did. C6? Oh my god. Oh my goodness. I mean, this is insane. Is he nuts? What's going on? Poor guy, he's completely out of shape. I don't know what happened to him. He completely lost it. Yann est en chute libre et son état mental ne fait qu'empirer. Magnus est maintenant à 1 point de l'emporter et malgré tous ses efforts, Yann n'a rien pu faire. And he's played a move G3, pawn to G3. He played G3? Oh my god. Oh. Wait a second. Seriously? This could be the championship right here, right now. Yeah, he wants to lose this game. Parce qu'il va être champion du monde ce soir, Magnus. G3 is a horrific blunder, and White is going to lose the game within the next 10 moves. Ah bon, ça y est, c'est terminé. Magnus Carlsen est champion du monde. Fab, c'est officiel. Pas de trophée pour Yann, pas de nouveau champion du monde russe, et pas d'actrice de boule non plus. Les deux joueurs quittent la salle, nous montrant ainsi les dernières images de ce qui restera comme l'un des matchs les plus humiliants de l'histoire. Le pire dans tout ça, c'est que c'est pas Magnus qui a gagné ce duel, c'est Yann qui l'a perdu. Avec ses erreurs bêtes, il a gâché tout seul la meilleure chance de sa vie. Et il a suffi d'une seule défaite pour qu'il ne se relève pas. Après le match, il se fait huer par le monde entier pour ses parties immondes, absolument pas dignes d'un championnat du monde. Notre Russe rentre chez lui bredouille, avec maintenant pour seul objectif, une revanche. Yann doit attendre 6 mois pour retenter sa chance au prochain candidat. Alors entre-temps, il pourrait peut-être essayer autre chose. Et ça tombe bien, parce qu'aux échecs, il n'y a pas qu'un seul championnat du monde. Jusqu'à maintenant, on parlait des échecs classiques, qui donnent des parties souvent très longues. Et même si cette cadence est la plus prestigieuse, de loin, il en existe d'autres, comme par exemple le rapide. Le rapide, c'est probablement la cadence la plus populaire après le classique. Et figurez-vous que 2 semaines après la défaite de Yann, a justement lieu le championnat du monde de rapide. Mais bon, c'est clairement moins intéressant, les parties sont moins précises, l'enjeu est plus petit, et cette fois il y a énormément de participants. Mais alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que Yann est arrivé en finale. On voit Nepo. Attention, 10 secondes. Il se bat bien quand même Nepo. Hein.
C'est complètement terminé, 2 pions de plus. Il y a des maths quand même qui arrivent. Hein. Et ça va être mat. Yann est Pomiachivi champion du monde, décidément. Bon, ça fait 2 fois deuxième quand même. Mais tout n'est pas perdu pour Yann, il peut encore tenter un truc. Il existe une variante du jeu qui s'appelle le 960. C'est le même jeu avec les mêmes règles, sauf qu'au début on mélange les pièces de manière complètement aléatoire du moment qu'elles restent sur la première rangée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la préparation d'ouverture ne sert à rien puisque les joueurs n'ont aucune idée de la position de départ. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il y a un championnat du monde de 960. Et devinez quoi? Yann participe. Et devinez quoi? Magnus participe. Et cette fois c'est pas la même. Comme on l'a dit, le 960 c'est une variante des échecs, et donc être champion du monde en classique ne veut absolument pas dire que tu vas dominer le 960. Alors la question? Est-ce que Yann, après une défaite aussi cuisante et une telle humiliation, qui a jamais eu la moindre chance au championnat du monde et qui s'est fait bousiller devant la terre entière, peut vraiment tomber Magnus Carlsen? Il a réussi à passer les groupes, et juste avant la finale, il a fini par rattraper Magnus. 4 parties, 2 joueurs, mais à la fin ce sera forcément un des deux qui passera. Sauf qu'en vérité, ce match représente beaucoup plus pour Yann que juste une demi-finale, c'est purement et simplement une revanche. Jan Nepomniachtchi is hungry, he has a chip on his shoulder when he's playing Magnus. Magnus, il sait très bien comment fonctionne Yann. Il sait aussi qu'après une défaite, le russe ne se relève généralement pas. Et donc il décide de frapper tout de suite. Et alors que la position semblait calme, Magnus signe une tactique que tout le monde a vu passer sur internet en sacrifiant 2 pièces pour aller mater Yann. So, in this position, Magnus played bishop takes b3 check, but that's not the idea. The idea is to sacrifice the rook! Because if white takes, it's check. Here, check. If this mate, Magnus Carlsen spotted a Fischer random smothered mate. Good lord, this man! C'est fou comment Magnus domine Nepo dans tous les formats. Yann commence à paniquer. Il se dit que c'est peut-être impossible et qu'en fait Magnus est juste vraiment imprenable. Mais d'un autre côté, il se souvient aussi du moment où il a perdu à la ronde 6 de Dubaï, de toute la rage qu'il avait en lui à ce moment-là. C'est ce genre de rage dont il a besoin maintenant. Deuxième partie, Yann a les noirs. Et alors qu'il est sur le point de se faire écraser par les pions blancs, Magnus commet une grosse erreur. E5 whoa. Bishop takes e5, you're absolutely right. But that's a one move. What is that move? Il donne un pion. Alors Yann le prend. Et ça passe. Là, il rage de folie, Magnus. Il est hyper énervé. 1 heure plus tard, Yann trouve cavalier C4, un coup que seul l'ordi avait vu. Et là, il faut qu'il trouve cavalier C4. Ouais, c'est des coups difficiles, hein. Ouh, cavalier C4, il va pas l'avoir. Cavalier C4, c'est dur, hein. Tu peux pas avoir cavalier C4, c'est trop dur. Même en longue. Il faut une putain d'intuition. Non, mais cavalier C4, tu peux pas avoir. Ouais, si là, c'est exceptionnel. Moi, je pense qu'il va faire tour à il a... Jan Nepomniachtchi is in fine form right now. Magnus, qui sue. Ouais, il est pas bien, hein. Et il lui reste plus énormément de temps, il lui reste plus que 2 minutes là. Il en peut plus. Et Yann qui sait qu'il a fait tourner cette partie. Oh, ouais. Oh bah oui, là il est très heureux, regarde le petit sourire. Oh, il est écœuré à la cam, hein, ça se voit. Il a abandonné. Magnus Carlsen s'incline, c'est terminé. Partie horrible, il est écœuré. Il monte en finale et tombe contre Hikaru. Et lui c'est pas n'importe qui, hein, top 5 mondial, grand maître à 15 ans, 5 fois champion des États-Unis, tout ça. Et bien sûr qu'il veut gagner, bien sûr qu'il veut être champion du monde. Alors certes, le 960 c'est pas aussi prestigieux que les échecs classiques, mais ça reste un beau titre. Alors ils jouent et font nul, et puis ils rejouent et encore nul. Et ça pendant 4 parties, si bien qu'on n'arrive pas à les départager. Alors quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on fait ce qu'on appelle un Armageddon. Alors je sais que vu le nom, ça a l'air d'être un truc de ouf, mais en fait c'est juste, tu donnes aux joueurs un stylo et une feuille, et tu leur demandes d'écrire un temps, entre 0 et 15 minutes. Le truc c'est que, le temps que tu choisis, c'est le temps que tu es prêt à prendre pour jouer ta partie. Mais vous allez me dire dans ce cas-là, j'ai qu'à prendre 15 minutes, comme ça j'aurai beaucoup de temps. Mais non.
Car si tu choisis le plus petit temps, alors tu as les noirs. Et dans l'Armageddon, si la partie est nulle, c'est les noirs qui gagnent. Et ça change la donne. Nos joueurs ont fait leur choix. Hikaru a pris 15 minutes, histoire d'avoir les blancs quoi qu'il arrive, et Yann en a pris 13. Et avoir les noirs dans un Armageddon avec seulement 2 minutes de moins que ton adversaire, ça veut dire que tu es très très bien. Parce que maintenant, Yann a juste à faire nul, et il gagne. Allez, ça part pour cette finale du championnat du monde. Dernière partie. It's a $65,000 difference if Yann Nepomniachtchi can at minimum make a draw. Petit avantage à la position pour Hikaru. Si vous voyez la jauge s'affoler un petit peu, c'est à cause de cavalier G4 qui sera probablement pas joué, quoique. C'est joué. Oh, c'est peut-être déjà fini. Hikaru qui laisse filer l'avantage. Bon, Yann qui a fait tourner cette partie en l'espace de 2 coups de cuillère à peau. Ça commence à être compromis pour Hikaru cette partie. Hikaru qui est peut-être en train de prendre l'eau. Yann qui est vraiment dedans. Pas de bluff avec Yann. Attention après, hein, Yann qui est quand même coutumier des erreurs à jouer un petit peu trop vite. Et Hikaru qui a les nerfs très très solides, hein, généralement. Ouais, attention Yann. J'ai l'impression qu'Hikaru est complètement en train de revenir en selle. Attention. Il est pas loin de la perdre, Yann. Quel mauvais enchaînement. Comme souvent, hein, Hikaru très très fort dans les moments importants. Il y a quand même la pression, hein, c'est un Armageddon, il y a un titre de champion du monde au bout. Ça peut amener des erreurs. Ça a pas l'air d'être très harmonieux, ça. Ça a pas l'air terrible, hein. Ah, et c'est peut-être complètement foutu pour Yann, qui est en train de laisser s'échapper un nouveau titre de champion du monde. Mais là, c'est très dur pour lui. Ouais. Ah, il est complètement foutu en fait. Et regarde, hein, sur la caméra, on voit Yann qui est écœuré. Ça y est, il a compris, il a raté tour 8. Il est en grande difficulté à présent. Ça semble gagner pour Hikaru. Là, je pense que c'en est trop. Nepo qui est en train de s'incliner. Hikaru qui va remporter ce championnat du monde. Bon, Yann a perdu. Et il finit encore à la même place. Mais bon, après tout, ça reste que du 960, c'est pas les vrais échecs. C'était pas non plus son objectif pour la saison. Parce que je vous rappelle que Yann veut être champion du monde de classique. Alors rebelote. On est maintenant en 2022 et le tournoi des candidats est de retour. Donc Yann se transforme de nouveau en machine, encore une fois il bulldoze le championnat et se qualifie. Yann Nepomniachtchi has made history. 9.5 points out of 14 games. That is a record in the candidates. Et franchement c'est cool, hein. Il est heureux, tout le monde est content, youpi, voilà. Mais de toute façon, le seul but des candidats c'est de faire face aux champions du monde. Et les gens savent bien que Magnus est toujours le GOAT, personne n'en a rien à foutre que Yann l'ait battu en 960. Tout le monde sait que Magnus sera là, tout le monde sait qu'il compte bien défendre son titre, et que Yann va encore se faire éteindre. Heureusement, je sais que vous n'êtes pas là pour voir ça, et la bonne nouvelle c'est que vous n'allez pas voir ça. Parce qu'on est en juin 2022 et que quelques mois plus tôt, un événement bouleverse le monde. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. L'opinion d'Yann par rapport à cette guerre, c'est globalement qu'il est contre. Alors il décide de faire un truc extrêmement courageux, puisqu'avec l'aide de 44 grands maîtres russes, il va écrire une lettre ouverte à ce bon vieux Vlad pour lui dire très clairement désolé mon gars, mais nous on représente le pays à l'international, et sur ce coup-là on va vraiment pas te soutenir. Mais il y a un joueur qui ne signe pas à cette lettre, et qui va même aller beaucoup plus loin. Ce joueur c'est Sergueï Karyakin, deuxième meilleur russe. Il fait un tweet. Pour dire qu'il soutient publiquement son président et ses idées. Et ça, c'est grave. Mais je parle pas de politique ici. Non, c'est grave parce que Karyakin fait partie des 8 participants du tournoi des candidats. Et ça pique, parce que dès que la FIDE a appris ce qu'a fait Karyakin, ils lui ont dit « alors désolé, mais là tu te dégages ». Il s'est fait bannir 6 mois sans pouvoir jouer un seul tournoi. Et ça veut dire que non seulement il n'a pas pu participer aux candidats, mais qu'en plus, il a fallu trouver quelqu'un pour y aller à sa place. Ding Liren, c'est un joueur assez invisible, très fort, hein, mais aussi très timide. À cause de soucis personnels, Ding il a très peu joué cette année, donc aucune chance qu'il puisse rejoindre les candidats. Et quand la FIDE est venue le voir et lui a fait « Hey, ça te dirait de participer au plus gros tournoi de l'année ?» Il a sauté sur l'occasion. Mais la chance s'arrête pas là.
Parce qu'à peine quelques semaines après la fin des candidats, alors que tout était prévu pour l'épisode 2 du match Yann contre Magnus, ce dernier prend la parole dans son podcast et fait cette annonce. I've spoken to people in my team, I've spoken to FIDE, to Jan as well, and the conclusion is I would not defend my title in the next World Championship match. I am not motivated to play. I don't have a lot to gain. I don't particularly like it, and I will simply not play the match. Ça, c'est le genre d'annonce qui bouleverse un sport. Quand le champion du monde te dit qu'il n'est plus motivé à jouer parce que c'est devenu trop facile pour lui, ça veut dire que beaucoup de choses vont changer. La première, c'est que Yann n'aura pas de nouveau duel face à Magnus. La deuxième, c'est que le prochain champion du monde sera désigné lors d'un match entre les deux premiers candidats. Numéro 1, Yann. Numéro 2, Ding. Ding est très fort, mais pas autant que Magnus. Et Yann a beau se rappeler de toutes ses défaites, il sait que là, il peut gagner. Il peut devenir champion du monde. Comme avec Magnus, le match se déroule sur 14 parties, même règles et même enjeu. Pour la première ronde, Yann choisit sa Ruy Lopez. Cette fois, on voit clairement qu'il est en confiance et il met tout de suite la pression à Ding en contrôlant la colonne du centre. Mais Ding reste calme, il défend bien et Yann n'arrive pas à gagner. Les pièces s'échangent et les joueurs se serrent la main. Partie nulle. La deuxième ronde est pleine de surprises. L'ouverture est plutôt banale jusqu'au 4e coup. À ce moment-là, Ding prend son pion et joue un coup que personne n'attend. Whoa! What? The board is long he's and played you just... H3. Wow. Wow. Okay, H3. This is crazy. This is crazy. Et ce coup-là, ça illustre très bien la différence entre nos deux joueurs. D'un côté, Ding qui tente des trucs, limite qui fait n'importe quoi, juste pour déstabiliser son adversaire. Et de l'autre, Yann toujours très sérieux, très solide, le jeu bien conventionnel qu'on t'apprend à l'école en Russie, et à la moindre erreur, tu punis. Ouais, Ding il a pas l'air bien, hein. Non, et je pense qu'il implose mentalement, submergé par les émotions. Ah, c'est terrible. Ah, il se fait déchirer. Non, mais le Nepo, il joue bien quand même. Bah là, on voit que Nepo est beaucoup plus prêt psychologiquement. Il y a plus de coups, c'est terminé en fait. Ah, il va abandonner. Yann est littéralement aux anges, il vient juste de gagner avec les Noirs à la deuxième ronde d'un championnat du monde. Tout le monde le donne déjà favori. La ronde 3 est plus calme, les deux jouent très solide et la partie se termine par une répétition des coups, donc nul. À la ronde 4, alors que la position semblait équilibrée, Yann fait une gaffe. Oh. Whoa. Wow. Whoa, 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 whoa. Full one. Whoa. It's hanging, right? No way! Oh. Attention mesdames et messieurs, tour prend des 4, cavalier B3, c'est ciao. Oh regarde, il est pas bien. Oh. Je crois qu'il l'a vu, Ding. Ouais, je crois qu'il l'a. Il frétille. Ouais, il frétille, ouais. Ouais, ça peut faire mal. Ouais, il va le faire. Ouais, il a pas attendu 5 minutes. Ah, c'est complètement fini en fait, il n'y a plus aucune chance. Ouais, c'est... dur, hein. Bah Nepo, quand il est mal, il... Ah, il implose, hein. C'est dur. Ah, il a massacré en fait. Bon, il a explosé. Wouah, ce qu'il lui a mis. À partir de là, nos joueurs vont prendre, l'un après l'autre, une game puis une autre, jusqu'à arriver à la ronde 8. C'est pas vraiment la partie en elle-même qui nous intéresse, mais plutôt ce qui se passe pendant. Parce qu'au même moment, alors que nos joueurs se battent comme des acharnés, il y a un post sur Reddit qui explose. On aurait trouvé un compte Lichess très suspect. En fait, quand vous jouez en ligne, tout le monde peut voir vos parties. Et quelqu'un serait tombé sur un compte avec exactement les mêmes ouvertures que Ding a joué contre Yann, mais plusieurs mois avant la rencontre. Vous vous souvenez du coup inattendu H3 joué à la ronde 2 Eh ben il a aussi été joué sur ce compte. Évidemment, en l'espace de quelques heures, le compte secret n'est plus du tout secret, et en fait tout le monde pense que c'est celui de Ding. This has to be Ding Laurent and Richard Report's account, no doubt. There's zero chance that these aren't their accounts, zero chance. Alors certes, tout ça c'est horrible pour Ding, mais c'est génial pour Yann. Ça veut dire qu'il a maintenant accès à toute la préparation de son adversaire, et là, comment voulez-vous qu'il perde? Il mène le score 4-3, il a l'avantage psychologique, l'avantage de la préparation, il a tout. La 8ème ronde est une nulle, comme les 3 prochaines en fait. Et on arrive à la 12ème partie. Yann a 1 point d'avance et il ne reste plus que 3 games, ce qui veut dire que s'il conserve ce point jusqu'à la fin,
Il est champion du monde. And we see Jan Nepomniachtchi, all he needs to do is to make sure that things are kept under control with black pieces. E3? Oh my goodness, he is playing a quiet line. Attends quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Il joue le system call. C'est une ouverture pas du tout ambitieuse. Il est fou ou quoi? Il veut vraiment faire nul avec 1 point de retard et à 2 games et demi de la fin? Alors Yann se dit bon, la nulle est possible, mais est-ce que je pourrais pas espérer plus? Et là, Ding joue fou G5, avec l'intention de prendre ce cavalier. Le hic, c'est que Yann voulait faire le petit roc pour mettre son roi à l'abri, mais après fou prend et pion prend, le roi noir est à poil. Donc dans cette situation, n'importe quel joueur se ferait dessus à l'idée de jouer petit roc. Et bah pas Yann. What Ding is doing is he's discouraging Jan from castling kingside. Because if you castle kingside, are you really prepared for bishop takes f6, pawn f6, and your king feels a little bit open over there? Mais roc c'est perdant. Bah un roc, faut prendre f6 pion prend. Ouais non, c'est solide ça. Wow, Jan did castle kingside by the way, so he is unafraid. Et petit à petit, l'avantage de Yann grossit avec les noirs. Alors les gens commencent à se dire, attends, mais Yann il va peut-être gagner là en fait. Et autant vous dire qu'une victoire comme ça, avec les noirs et aussi proche de la fin du tournoi, ça sent très très bon. Et au 34e coup, alors que notre russe est sur le point de conclure la partie la plus importante de sa vie et que tout le monde le donne gagnant, il se passe ça. What is F5? It's losing the spot! And, oh my gosh! What's he the want? third pawn that Jan gives up? C'est trop. Le F5 c'est la gaffe de trop. C'est le clou de trop dans le cercueil de Jan Nepomniachtchi. Ding qui n'en croit pas ses yeux. This is bizarre. I don't know what Jan has been doing for the last 5 moves, but it's been an absolute disaster. Every single move he's lost out on an advantage. Jan has blown this away. No way for Jan to come back. Ah il implose, il implose. Il est dégoûté, ça il a compris qu'il a perdu. Regarde. Ah, le pauvre. N'empêche, je compatis quand même, parce qu'il se sent tellement mal. Ah, c'est terrible, mais bon, on vit tous plus ou moins ça aux échecs. Parce que là, en fait, du coup, c'est même plus des échecs, quoi. C'est du mental. Ah, t'as tellement envie de te jeter intérieurement dans une rivière, quoi, quand ça t'arrive. Non, mais tu te détestes. Je te déteste tellement, c'est des moments mais tellement horribles à vivre. Parce que c'est pas digne de soi, quoi. Enfin, ouais, t'as l'impression d'être une merde réellement, hein. C'est très très difficile à vivre. Hein. Ouais, c'est dur. Ah, il abandonne. It is game over. Jan Nepomniachtchi resigns in that position. Ding Liren comes back in the match. Wow. Les 2 prochaines parties sont nulles. Et finalement, au bout des 14 parties, on n'a toujours pas de vainqueur. Le match se décide donc au départage. 4 parties supplémentaires avec 25 minutes chacun. Et comme la vitesse du jeu augmente, la préparation devient encore plus importante. Donc Yann a vraiment tout de son côté. Mais les 3 premières parties ne nous montrent rien, puisqu'ils enchaînent les nuls. Ce qui nous amène à la 4e et dernière game. Ce que vous voyez, c'est l'aboutissement de toute une vie dédiée au jeu. Celui qui gagne celle-là, gagne tout. Alors, Yann envoie pour la dernière fois cette bonne vieille Ruy Lopez, et sous les yeux ébahis de presque 600 000 personnes, il joue cette partie. Et nous sommes de retour, Fabien, pour cette peut-être ultime partie du match de championnat du monde, la 18e. Il y a une balle de match mutuelle, puisque si un des 2 joueurs l'emporte sur cette partie, il sera sacré champion du monde. Un niveau de pression... Bah, maximum. C'est une partie où tu joues tout. Est-ce que tu la sens là, cette pression, cette tension qui est en train de monter? Ah ouais, c'est chaud, je sais pas, tout peut se passer là, hein, cette partie. Et alors, est-ce que ce serait pas Yann qui sera en train de craquer, Fabien? Dernière partie du match, hein, peut-être. Ding Liren qui a l'avantage, qui a peut-être lui la balle de match avec les noirs en retour. Et D5, regarde Ding qui accélère. Oh là là, Yann qui s'est mis en danger tout seul, il s'est mis le feu. On fout des 2, Fabien, ça joue tellement vite, c'est tellement compliqué. Oh là là, le prix des coups. Attention Yann, attention Yann. Il peut plus garder ses nerfs, mais Ding a du mal aussi, hein. Oh, ils peuvent plus, ils en peuvent plus. Là, ils en peuvent plus, les amis. Il n'y a plus de favoris dans ce match de champion du monde. C'est du 50-50, on jette une pièce.
Ding semble être déterminé à aller mettre la pression à Yan dans cette partie. Yan qui réussit à reprendre le contrôle de ses émotions, de ses nerfs, prendre le temps de réfléchir dans une position où chaque coup peut coûter un titre de champion du monde. Nouvelle défaite de laquelle il serait difficile de se relever pour Yan qui avait déjà perdu il y a 2 ans contre Magnus Carlsen. Il faut défendre pour Yan, mais ça va. Il réussit quand même à garder son sang-froid pour le moment. Dame F3 joué. Yan qui est peut-être en train de retourner la table de manière complètement inattendue. On va voir ce que Ding a nous proposé. En plus, ce 4 pion prend joué rapidement et maintenant Ding qui tank. La pression qui s'est inversée en l'espace de 30 secondes, 1 minute. Ah, cette position, Fabien, qui rentrera peut-être dans tous les livres d'échecs si l'un des 2 joueurs en sort vainqueur. Le combat est à son comble, plus que 9 minutes 20 pour Ding. Attention, il va falloir être très très fort pour Ding Liren pour s'en sortir de cette partie. Ça peut craquer d'un côté comme de l'autre. Ça semble quelque part plus dangereux pour Ding. Mais effectivement, c'est les pièces de Yan qui commencent à se retrouver. Proche du roi, la tour E1, la dame C6, le fou des 2 qui participe aussi à l'attaque. Yan qui part pour le chaos, mais faut faire attention, maintenant c'est peut-être lui qui a plus la garde. De pas se prendre un contre, les 2 hommes qui se rendent coup pour coup dans une partie qui vaut cher, une partie en or, une partie pour un titre de champion du monde, Fabien. Le seul coup c'est dame E2 ici. Oh, mesdames et messieurs, et il le trouve. Oh là là, le niveau de jeu, il avait dame D7, Fabien. Il a tout. Ces 2 hommes ont tous les coups. Bravo. Oh, il n'y a plus un coup à côté. Extraordinaire une nouvelle fois. Est-ce que cette partie va pas juste se finir par dame E4, 3 G8, dame D5, roi H7? Est-ce que Ding peut tenter sur dame E4, tour G6? Je pense pas, hein. Il peut pas se clouer comme ça. Rook G6 is not a move that you consider here, right? It's the only move that I feel with black keeps the game going, but it looks like more like a losing move than a winning attempt. Est-ce que Ding va envisager tour G6? Tour G6, ce serait quand même, à mon avis, un peu trop. Ah, ce serait trop, c'est se mettre dans des problèmes pour rien, tour G6. Je pense pas qu'il le fasse. Il réfléchit quand même un long moment. Oh, s'il le fait, c'est un fou furieux. Hein. Oh, le fou. Tour G6, mesdames et messieurs. Alors là, à ce stade de la compétition, jouer un coup aussi risqué. Ces 2 malades qui se rencontrent là. Ding, il a décidé d'en découdre. Hein. Et c'est 4, il envoie le pion. Il envoie le pion, Fabien. Il y va. Il va chercher la win. Il veut le mettre KO ici et maintenant. Oh là, ce courage du joueur chinois. Incroyable, la décision, tour G6. Oh, regarde Yan. Oh, il doit pas être bien, Yan. Non, là, il est pas bien. Oh, et Yan qui a plus qu'1 minute 20, regarde-le. Ah, ça va être très très difficile. H4. Et ben, il y a dame D3. Et il y a dame D3. Et dame D3 joué immédiatement. Et la jauge qui s'enflamme, Fabien. Ding Liren, à quelques encablures d'un titre de champion du monde, mesdames et messieurs. Ils ont moins d'1 minute. Hein. Ah, ils donnent tout, hein. Les 2 hommes donnent tout. Ding qui va peut-être commencer à paniquer. Il le voit, il est là, il est à ça de l'attraper, le titre de champion du monde. Mais il faut encore trouver H5. Roi G2. Et il le trouve. Il le trouve, mesdames et messieurs. Et maintenant, le fou qui va se diriger vers B2. C'en est peut-être terminé de Yan. Yan qui va peut-être voir un 2e match de championnat du monde lui filer entre les doigts. Et sur dame prend A2, il y aura fou prend F4. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire pour Yan. Il va s'incliner. Le rictus sur sa tête. Regarde, ça y est, c'est terminé. Il sait qu'il a perdu. Regardez, mesdames et messieurs, le visage des joueurs. Yan sait qu'il a perdu le match champion du monde. Ding Liren, champion du monde, Fabien. Et Yan, écœuré, qui tourne autour de l'échiquier. Et Ding Liren, incroyable ce qu'il vient de réaliser. Ding, on l'a plus beaucoup vu après sa victoire. Il a à moitié disparu de la scène compétitive et dit même être en dépression depuis qu'il est champion du monde. Certains pensent qu'il ne défendra même pas son titre en 2025. Et Yan, il a continué de jouer. Cette année, il est revenu au candidat, mais cette fois, il s'est fait doubler par la jeunesse. J'aurais pu finir la vidéo en vous disant qu'il va probablement réaliser son rêve, et qu'un jour, peut-être, Yan finira champion du monde. Mais peut-être aussi que la vie c'est pas un conte de fées, et qu'on oublie que pour qu'il y ait des vainqueurs, il y a forcément des vaincus.
Mais d'un autre côté, il est passé à quelques coups de réaliser son rêve, après des années d'acharnement. Et il a beau ne jamais avoir gagné, avec tout cet espoir qu'il a donné à son pays, ses records qu'il a battus et ses épreuves qu'il a surmontées, on peut dire ce qu'on veut, mais de tous les vaincus, c'est lui dont on se souviendra le plus. Bon voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes arrivé jusque là, bon, vous vous doutez bien que ce serait illégal de partir sans s'abonner, donc je vous fais confiance. C'est pas un choix en fait, c'est écrit dans le code pénal, voilà. Sinon j'ai un serveur Discord que vous pouvez rejoindre, c'est obligatoire aussi. Et maintenant j'ai une chaîne secondaire sur laquelle je posterai peut-être des trucs un jour. Si vous êtes joueur d'échecs, j'ai une newsletter en description. C'est quand même une bonne masterclass, donc en échange vous me filez votre mail pour que je devienne riche, parce qu'une vidéo de 3/4 d'heure ça se prend pas, c'est long. Et je vous dis à très vite, merci, bisous.